Alors merci à vous, grâce à vos productions, grâce aux billets d'avion, on a réussi à finalement prendre cet avion entre la Nouvelle-Zélande et puis l'Amérique du Sud. Et donc ici, on est en Amérique du Sud, au sud même de l'Amérique du Sud, dans une région qu'on appelle la Patagonie. La Patagonie, c'est un territoire qui est absolument immense, qui fait à peu près 20 fois la Suisse. Donc 20 fois le territoire de la Suisse, tout ça, ça fait la Patagonie. La Patagonie, le mot Patagon, il vient d'un explorateur, je ne sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, on en avait parlé de cet explorateur, ce grand navigateur, qui est Magellan. Magellan qui avait réussi à passer de l'océan Atlantique à travers le sud de l'Amérique du Sud, donc la Patagonie aujourd'hui, pour arriver jusqu'à l'océan Pacifique. Et il appelait ça la Patagonie parce que, en faisant ce voyage-là, sur les terres qu'il voyait au loin, il a remarqué qu'il y avait des habitants qui étaient déjà là. Alors il n'y a pas eu trop de contact ensemble, mais il les a trouvés très très grands. Il trouvait que c'était des géants par rapport aux gens qu'il connaissait. Et il les a appelés Patagons, comme un héros d'un livre qu'il aimait beaucoup, dans lequel le géant s'appelait Patagon. Et ça a donné le nom Patagon. Et cette Patagonie, du coup, on va l'explorer pendant un certain temps. On va vous montrer certains endroits emblématiques, importants de cette Patagonie, certains types de paysages. Mais il faut savoir que cette Patagonie, à la différence des vidéos précédentes, c'est pas un pays en particulier, comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande. En fait, la Patagonie, elle est à cheval sur deux pays, à la fois le Chili et à la fois l'Argentine. Donc on retient bien que la Patagonie, ce n'est pas un pays, c'est entre le Chili et l'Argentine, mais c'est une région qui a des paysages qui sont à peu près semblables, qu'on soit au Chili ou en Argentine. En Patagonie, il y a beaucoup de glace. Il y a même tellement de glace que c'est la troisième plus grande étendue de glace à travers l'ensemble du monde. La première, c'est évidemment l'Antarctique, près du pôle sud. La deuxième, c'est le Groenland, vers le pôle nord. Et du coup, la troisième, c'est ici, en Patagonie, une très grande étendue de glace. Et forcément, quand il y a de grandes étendues de glace, il y a des glaciers. Ici, on est au glacier qui s'appelle le Perito Moreno. C'est un glacier qui est très connu en Amérique du Sud et qui est un petit peu particulier, ce glacier-là. Je vous dis pourquoi dans un instant, mais peut-être que dans la vidéo, vous allez entendre des bruits un peu particuliers, un peu comme le tonnerre. C'est en fait le glacier qui parfois craquelle, bouge, se fissure et du coup vient se casser, rompre et ça fait du coup des bruits comme ceci. Ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième chose que je vous dis dans un instant, mais je vous disais tout à l'heure que le Perito Moreno, c'était un glacier particulier. En fait, à travers l'ensemble du monde, les glaciers, ils ont tendance à diminuer, à être plus petits à cause du réchauffement climatique. Comme il fait plus chaud sur l'ensemble de la Terre, forcément la glace, elle fond, et du coup, les glaciers sont de plus en plus petits. Pendant très longtemps, ce glacier-là, c'était une exception. Lui, il avait à peu près la même taille au fil du temps. Mais depuis les années 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça, lui aussi commence à être de plus en plus petit. Je vous ai dit qu'il y avait... Vous avez entendu? Ça, c'est le glacier qui est en train de bouger. Je vous disais donc qu'il y a les bruits du glacier. Et puis, la deuxième chose qu'on peut observer quand on regarde le glacier, c'est qu'il est bleu. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il est bleu? Parce que finalement, quand vous mettez de l'eau au congélateur, qu'elle vient être gelée, ça fait un glaçon. Ce glaçon, il est blanc, il est transparent, mais il n'est pas bleu. Pourquoi est-ce que le glacier il est bleu, d'après vous? En fait, la bonne réponse, c'est que un glacier s'est formé avec de la neige qui tombe, qui s'accumule, les couches les unes après les autres, et avec le poids des couches qui viennent de tomber, ça appuie, ça fait une pression assez forte, et ça vient chasser tout l'air qui était à l'intérieur des flocons de neige. Et du coup, la glace qu'on voit ici, elle n'a pas du tout d'air à l'intérieur. Et quand la lumière, elle vient frapper cette glace, eh ben, elle vient absorber certaines couleurs et elle vient renvoyer uniquement le bleu. C'est pour ça qu'on les voit bleus, alors que les glaçons qui sont dans votre congélateur, ben, il y a encore des petites bulles d'air. Si vous regardez bien, on peut les voir. Et du coup, c'est pas assez compacté pour absorber la lumière. C'était les glaciers de Patagonie. En Patagonie, il y a aussi des montagnes. Celle qui est juste derrière nous, elle s'appelle le Fitzroy. Elle culmine, son altitude, c'est 3400 mètres. C'est déjà assez impressionnant, surtout quand on le voit comme ça, après la randonnée qu'on a fait avec Marine, mais c'est rien du tout par rapport à d'autres montagnes qu'on verra après.
elles font partie de la même chaîne de montagnes qui s'appelle la Cordillère des Andes. Elle part de tout en bas de la Patagonie et elle remonte jusqu'en haut du Chili, de l'Argentine. Elle va même en Bolivie et une partie au Pérou. C'est une chaîne de montagnes qui est très très étendue, très grande. Ici, on est à 3004, mais un petit peu plus tard, on aura des montagnes qui monteront jusqu'à 6000 mètres de hauteur. C'est pas aussi haut que l'Everest, mais c'est quand même extrêmement haut. Et puis, on retrouve des glaciers qui, ceux-ci, comme vous pouvez le constater, ne vont pas jusque dans l'eau, mais restent accrochés aux montagnes. On appelle ça des glaciers suspendus. Donc une région qui est aussi montagneuse, la Patagonie. En Patagonie, on trouve également de la pampa. La pampa, c'est exactement ce qu'on voit derrière moi, des immenses étendues herbeuses, plus ou moins désertiques, plus ou moins arides, plus ou moins sèches. Et dans ces plaines désertiques, dans cette pampa, on ne trouve pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Peut-être que vous voyez juste derrière moi deux guanacos. Les guanacos, c'est des animaux qui ressemblent un petit peu aux lamas. On trouve aussi dans cette pampa, dans laquelle il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous le voyez, si vous l'entendez, mais il y a beaucoup de vent, on trouve aussi des nandous. Des nandous, c'est des animaux qui ressemblent à des autruches, qui ne peuvent pas voler et qui du coup courent très rapidement. On trouve également des pumas. Les pumas, c'est des félins. J'espère que je ne vais pas en voir un, sinon je vais me faire croquer. On trouve plein d'animaux du coup dans cette pampa, mais on trouve aussi quelques hommes, pas beaucoup. Parce que c'est des endroits qui sont difficiles à vivre, qui sont inhospitaliers. Et du coup, on trouve quand même quelques humains qui se sont souvent regroupés dans ce qu'on appelle des estancias. Une estancia, c'est une sorte de ferme. Et il y a très peu de fermes, donc entre chaque estancia, il peut y avoir 30, 40, peut-être même 50 km avec le voisin. Donc c'est très peu habité, très peu peuplé. Et dans ces estancias, il y a ce qu'on appelle des gauchos. Les gauchos, c'est un petit peu comme les cow-boys en Amérique. Dans la Pampa, on les appelle les gauchos. Ils ont un look particulier, très différent des cow-boys. Mais c'est ceux qui viennent garder le bétail, que ce soit des vaches, que ce soit des moutons. Et c'est eux qui viennent justement à cheval s'occuper de ces troupeaux. Alors évidemment, ça c'était il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, maintenant, ils ont les GPS, ils ont des aides technologiques, mais ils restent quand même à cheval parce que je pense que vous le voyez tout autour, c'est très peu aménagé pour les routes, pour les tracteurs, pour ce genre de choses. Et du coup, ils restent à chevaux pour garder les troupeaux sur ces distances aussi grandes. C'est le seul animal qui est 4x4 finalement. Tout ça, c'est dans la pampa. Un petit mot, guanaco. En Patagonie et dans toute la cordillère des Andes, il y a des volcans. Beaucoup de volcans. Et justement, là, on est à côté d'un volcan qui est juste derrière moi, à côté de la ville de Pucón. D'après vous, comment est-ce qu'on sait que c'est un volcan et pas une simple montagne? Il y a plusieurs indices pour ça. Premier indice, la forme de la montagne. Elle est conique, un peu comme ce qu'on retrouve dans d'autres endroits du monde où il y a des volcans. Le mont Fuji au Japon, les volcans de Hawaï, ou plus proche de chez nous, les volcans d'Auvergne. Donc ça, c'est le premier indice. Et puis en haut de ce cône, on a comme quelque chose qui a été coupé, le cratère duquel sort la lave. Alors on va espérer que dans la vidéo qu'on fait là maintenant, ça ne passe pas comme au Perito Moreno, là où il y avait le glacier, où on a entendu le craquement. On va espérer que là, il n'y ait pas de la lave qui sorte et qu'on soit obligé de courir très très vite. Normalement, c'est bon. Mais on sait qu'il y a de la lave qui est sortie parce qu'on peut observer ce qu'il y a autour de nous et on voit qu'il y a plein de roches volcaniques. On sait que c'est de la roche volcanique parce qu'elle a une forme particulière et puis elle est extrêmement légère. Si Marine elle vient zoomer sur la roche, on voit à l'intérieur qu'elle est remplie de bulles d'air. C'est ça qui fait qu'elle est très légère et puis ça fait plein de sortes de cristaux, de reflets qui sont très jolis à l'intérieur. Ça, c'est à cause des métaux qui sont présents à l'intérieur. D'ailleurs, si on regarde cette roche-là, on voit qu'elle est rouge, un petit peu comme certains endroits sur le volcan. Et si elle est rouge, c'est qu'il y a de l'oxyde de fer dans la roche. L'oxyde de fer, ça ressemble un petit peu à la rouille qu'on peut trouver sur son vélo, si on le laisse sur le balcon à la pluie tombante. Donc là, on est dans un champ de lave. D'ailleurs, on observe autour que la lave, elle passait, puis qu'elle a fait des tunnels, et puis que les tunnels se sont effondrés. Et
c'est ce qui fait ce champ de lave. Et les volcans, du coup, je le disais au tout début, il y en a partout sur la cordillère des Andes. Depuis le début de notre voyage en Amérique du Sud, on est en Patagonie. Ça fait 2 mois qu'on voyage entre le Chili et l'Argentine en Patagonie. Mais on va continuer à voyager après cette vidéo. Et cette fois-ci dans le nord du Chili et de l'Argentine. Et du coup là-bas, on vous enverra une autre vidéo qui parlera d'autres sujets évidemment. Si d'ailleurs vous avez des questions à nous poser sur le Chili, sur l'Argentine, sur la Patagonie, sur la culture ou autre, n'hésitez pas à nous les poser et puis on vous répondra en vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!